Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gérard Haro, qui a une longue carrière diplomatique. Vous avez été ambassadeur en Israël, aux Nations Unies, aux États-Unis. Vous avez également dirigé les affaires politiques du Quai d'Orsay. Vous avez fait également du cabinet ministériel. Enfin bref, vous connaissez ça par cœur et tout le monde vous connaît. Vous venez de finir vos fonctions aux États-Unis. Alors, quel bilan faites-vous de votre mandat d'ambassadeur, notamment pour déjà les relations bilatérales franco-américaines? Il y a à la fois un effort du président Macron pour avoir les meilleures relations possibles avec le président Trump, mais on a quand même le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de retour. Évidemment, ma mission aux États-Unis, donc j'ai été ambassadeur à Washington pendant 4 ans et demi, a été rendue passionnante par l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump que personne n'attendait a constitué à la fois pour la classe politique américaine, mais aussi pour le corps diplomatique, un véritable défi dans la mesure où, on pourra y revenir, son mode de gouvernement est pour le moins particulier. Du point de vue du président Macron, il était normal qu'il essaye d'avoir les meilleures relations du monde avec le président des États-Unis, quel qu'il soit. Il a essayé de le faire. Il y est plutôt bien parvenu. Cela étant, c'est une relation qui, d'une certaine manière, est fondée sur des désaccords communs. Je disais que c'était plutôt une relation de gentlemen's disagreements. Les deux hommes, en effet, ne sont d'accord à peu près sur aucun sujet. Cela étant, pourquoi est-ce qu'il est important que le président Macron puisse à tout moment prendre le téléphone et appeler Trump et l'avoir au téléphone? C'est que tout simplement, cette administration, dont j'ai dit qu'elle était vraiment très particulière, pour ne pas dire dysfonctionnelle, repose finalement sur un seul homme, Trump. Et très souvent, lorsque Paris me demandait des précisions pour tel ou tel sujet, j'étais bien obligé de dire bien non, je n'en sais rien, et les hauts fonctionnaires américains que je connais, auxquels je peux avoir accès, n'en savent non plus rien. Et il fallait donc que ce soit le président qui lui-même appelle Donald Trump. Vous avez fait dans le Guardian une comparaison avec la cour de Louis XIV où des conseillers essayent vainement de savoir ce que pense Sa Majesté. J'ai pas été, à vrai dire, gentil pour Louis XIV, qui gouvernait de manière totalement rationnelle et où la famille n'avait aucune influence. Il manque de Colbert. Alors, voilà, exactement. Nous sommes plutôt peut-être Louis XV avec Madame de Pompadour. Non, plus sérieusement, Donald Trump est arrivé au pouvoir à 71 ans. Il n'avait jamais aucune expérience exécutive, mais pas seulement dans l'administration, mais même dans le service, le secteur privé, dans la mesure où il était le patron d'une petite entreprise familiale. Il n'y avait pas de conseil d'administration, donc le matin il allait dans chaque bureau pour donner ses instructions. Donc il arrive à 71 ans prendre la direction d'une administration très très lourde, et il n'a pas accepté finalement de se couler dans le moule. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que je crois c'est aussi la caractéristique du dirigeant populiste qui prend le pouvoir dans une démocratie libérale. Parce que les États-Unis, de ce point de vue-là, c'est aussi un terrain d'expérience. Eh bien, il n'a pas voulu donc Trump se couler dans le moule du fonctionnement bureaucratique de l'administration. Il a introduit d'une certaine manière le chaos comme mode de gouvernement. Et vous avez donc des hauts fonctionnaires qui n'ont pas beaucoup d'influence parce que le président ne les tient en piètre estime. Vous avez en revanche une famille, la fille, mais aussi le beau-fils, qui eux ont un rôle. Le beau-fils, Jared Kushner, par exemple, a parachevé les négociations commerciales avec le Mexique et le Canada, dont on connaît l'importance. Il est chargé de préparer un plan de paix sur le Moyen-Orient, qui sera sans doute publié dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc c'est pour ça que j'avais utilisé cette comparaison. Après le président peut-être le plus bureaucratique de l'histoire des États-Unis, Barack Hussein Obama, nous avons un président qui, lui, est l'inverse et qui gouverne avec sa famille et souvent sans voire contre la bureaucratie. Donc il gère les États-Unis comme il gérerait la Trump Company. Exactement. Et il traite ses ministres comme il traitait son comptable.
D'accord. Alors, il y a un débat en France parmi les commentateurs stratégiques. Est-ce que Trump est un mauvais moment à passer? D'ailleurs, mauvais moment dont on peut s'interroger sur la longueur, parce que il est tout à fait possible qu'il soit réélu en 2020. Peut-être vous donnerez votre sentiment dessus. Ou est-ce que plus fondamentalement, il y a en fait une dérive américaine vers l'unilatéralisme, dont Trump est peut-être l'exemple ultime ou caricatural, mais qui dépasse très largement Trump? Là, il va falloir que je fasse bref parce que je pourrais vraiment être très long parce que vous soulevez un grand nombre de questions qui sont toutes extrêmement pertinentes. D'abord, il faut se remettre. J'essaye en permanence d'oublier ou de faire oublier la personne de Trump pour montrer que Trump n'est que le symptôme finalement d'une crise politique et sociale des États-Unis et d'ailleurs de la société occidentale, mais aussi que Trump s'inscrit pleinement dans l'histoire américaine. On oublie trop facilement que les États-Unis ont délibérément refusé d'être impliqués dans les affaires du monde et cela jusqu'en 1941. Ce ne sont pas eux qui ont déclaré la guerre au Japon et à l'Allemagne. C'est l'inverse. Et s'ils sont restés en Europe en 1945, c'est pas parce qu'ils s'intéressaient à l'Europe, c'est tout simplement parce qu'ils considéraient qu'ils faisaient face à une menace globale, la menace soviétique, et que les Britanniques et les Français, épuisés et ruinés, ne pouvaient pas faire le boulot. Au fond, le plus surprenant, c'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, l'OTAN ait survécu et que les États-Unis soient restés actifs dans la vie internationale. Bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous atteignons un point et ce qui est intéressant, c'est que finalement la politique étrangère d'Obama, par exemple en Ukraine ou en Syrie, n'est pas différente de celle de Trump. Nous atteignons peut-être un moment où justement les Américains, l'opinion publique américaine manifeste sa lassitude de ces engagements internationaux. Et je pense que Trump soit réélu ou pas réélu, nous entrons dans une période de retrait relatif des États-Unis. Les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde. Ça ne veut pas dire qu'ils ne défendront pas ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts vitaux, mais par exemple, si les alliés européens disent aux Américains « Ah bien, la Syrie pour nous c'est vital », les Américains leur répondront comme Obama a répondu « C'est votre sujet, c'est votre problème ». Ce n'est pas le mien. L'Ukraine, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Donc je crois que nous assistons à un changement, comme diraient les Américains, de paradigme de la présence américaine en Europe. Et en plus de cela, il y a évidemment le défi chinois qui fait que toute la politique américaine est en train de se tourner vers l'Est. Et donc, pour résumer, je pense que les Européens doivent comprendre à l'avenir, ils devront prendre beaucoup plus leur propre sécurité dans leurs propres mains. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ou une contradiction avec effectivement ce mouvement que vous décrivez? Effectivement, Obama lui-même avait dit qu'il voulait ne plus... Finalement, le point commun entre Trump et Obama, c'est de dire que les États-Unis ne peuvent plus être le gendarme du monde. La différence quand même, c'est que Trump ne veut plus que son pays soit le gendarme du monde et en même temps, il veut en être le shérif, puisqu'il impose des amendes à un tel et que l'application de plus en plus large du caractère extraterritorial de la législation américaine fait que vous avez une rétraction stratégique des États-Unis et en même temps, à l'inverse, une sorte de débordement économique où les États-Unis voudraient que le droit international s'applique peu chez eux, mais que la loi nationale américaine s'applique partout. Alors, le sujet, bon, il y a plusieurs sujets là. D'abord, il y a un sujet où je suis d'une certaine manière en désaccord avec ce que pensent beaucoup de Français, c'est sur les sujets de corruption, de penser que les Américains poursuivent les entreprises européennes par souci politique. Nous avons fait des études à l'ambassade, je suis désolé, les tribunaux américains poursuivent beaucoup plus les entreprises américaines que les entreprises européennes, et les Américains nous disent, si vous faisiez le boulot, vous les Français par exemple, pour les entreprises françaises, nous ne le ferions pas pour vous. La réalité est que aucune entreprise française n'a été poursuivie par un tribunal français pour corruption. Sur les sanctions. Alors ça, c'est très différent et vous avez raison. C'est-à-dire les États-Unis ont découvert, et c'est sous Obama, que la crise de 2008, paradoxalement, avait renforcé leur pouvoir dans le système financier, avait consacré le triomphe du dollar, et ils ont découvert que le pouvoir financier qu'ils avaient pouvait être utilisé de manière globale, finalement, comme une arme de guerre, et comme une arme de guerre
de guerre sèche, si j'ose dire. C'est-à-dire, par rapport, par exemple, on le voit bien, vis-à-vis de la Corée du Nord ou vis-à-vis de l'Iran, c'est une arme d'une extrême efficacité. Et quand une entreprise française ou européenne se voit confrontée, où on lui dit, bah, vous avez le choix, soit le marché américain, soit le marché iranien, évidemment, elle n'hésite pas une seconde. Mais en ce qui concerne les sujets, si j'ose dire, d'intérêt américain, si vous reconsidérez la diplomatie de Donald Trump, vous verrez que, par exemple, il n'y a quasiment pas de politique américaine en Asie, en Afrique. Il n'y a pas de politique américaine, franchement, en Europe, on ne voit pas beaucoup de politique américaine. Non, Trump a décidé, il y a un certain nombre de sujets sur lequel il a décidé que c'était l'intérêt des États-Unis d'intervenir. Alors, il y a la Corée du Nord, et la Corée du Nord, c'est pas un sujet qu'il a choisi, c'est un sujet qui lui a été imposé. Obama n'a rien fait pendant 8 ans, Trump arrive, et il a en face de lui une Corée du Nord qui fait des essais nucléaires, qui envoie des missiles intercontinentaux. N'importe quel président américain aurait dû prendre la crise en main. La Chine, Trump, c'est purement bilatéral, c'est purement transactionnel. Il n'a rien à faire de la démocratie en Chine, il n'a rien à faire des droits de l'homme en Chine, mais il constate que le déficit commercial américain est écrasant. Il constate aussi, ce que nous savons tous, que les Chinois trichent, volent la propriété intellectuelle, ne respectent pas les règles. Nous le savions tous. Eh bien, lui, Trump, qui juge les rapports de force, utilise brutalement les rapports de force. Et il faut bien dire, les Chinois sont dans les cordes. Le seul sujet où je dirais que Trump est peut-être un peu en dehors du schéma que je décrivais, d'un certain repli, c'est évidemment l'Iran. Et là, je pense que c'est lié à la campagne électorale, parce que Trump, en bon dirigeant populiste, veut mettre en œuvre scrupuleusement son programme pour montrer que c'est un politicien différent des autres. Vous voyez, par rapport à l'accusation, les hommes politiques promettent et ne font jamais. Et pendant la campagne électorale, pour acquérir le soutien du Parti républicain, qui avait détesté l'accord signé par Obama, il a pris cette position. Mais deux choses. Petit 1, il ne veut pas la guerre. Trump n'est pas un néoconservateur. Il ne veut pas la guerre. Et petit 2, il n'y a pas d'idéologie là derrière. C'est-à-dire, si demain, Rouhani, le président, ou Khamenei, le guide suprême, ce qui est exclu, disent « nous voulons rencontrer Trump demain à Genève », le lendemain à Genève, Trump y sera. Trump comme il a montré avec Kim Jong-un en Corée du Nord, est prêt à négocier avec le diable, mais évidemment sur la base de ses rapports de force. Mais il y a quand même peut-être un autre paradigme, pour reprendre votre expression. Auparavant, les États-Unis, au nom de l'hégémonie libérale, faisaient du changement de régime, donc intervenaient militairement pour avoir des régimes qui leur convenaient. Là, Trump, effectivement, n'est pas en recherche de démocratie. La Corée du Nord, ça lui va très bien. Mais en même temps, il veut des changements de régime au Venezuela, à Cuba, en Iran, et cette fois-ci par le biais de l'étranglement économique. Alors, c'est évidemment, on peut pas pousser, vous voyez, de dire c'est tout l'un, tout l'autre. Mais je pense que ces trois crises sont trois crises différentes, qui se sont imposées à Trump de manière différente. L'Iran, comme je l'ai dit, c'est cet accord, le JCPOA, l'accord nucléaire iranien, qui avait suscité l'opposition de tous les sénateurs républicains, c'est-à-dire d'une majorité du Sénat américain, et qui considérait que Obama avait violé la Constitution, n'avait pas respecté les procédures, et donc là, au fond, il les satisfait. C'est aussi la pression des alliés israéliens, saoudiens et émiratis qui ont soutenu Trump après avoir abhorré Obama à cause de cette affaire. Le Venezuela, il faut quand même reconnaître que le problème du Venezuela, c'est pas Trump qui l'a créé. Il devient une tragédie qui échappe à tout le monde. Et ce sont quand même les Latino-Américains qui, les premiers, sont venus voir les Américains. La Colombie avec 3 millions de réfugiés, le Brésil avec ce nouveau président. Il y a, à part le Mexique, qui lui ne s'est pas associé à cette affaire, il y a eu aussi une conjonction assez surprenante de latino-américains demandant aux États-Unis d'intervenir aussi. D'habitude, les latinos n'aiment pas que les Yankees interviennent, et là, vous avez eu le groupe de Lima qui a été créé, qui a demandé aux Américains d'intervenir. Voilà.
Cuba, c'est, je dirais tout simplement les Cubains de Floride. Hein. C'est le Parti républicain. Les Cubains font. C'est aussi défaire ce qu'a fait Exactement, Obama. exactement. C'est aussi que défaire ce qu'a fait Obama. Mais au Venezuela comme au Cuba, on pourra revenir sur le cas iranien. J'exclus quasiment une opération militaire. Alors, il y a quand même de fortes perspectives que Trump soit réélu. L'économie semble florissante, le chômage n'a jamais été aussi bas, la croissance est de retour. Est-ce que on n'est pas un peu dans le même scénario, même si comparaison n'est pas raison? Après Reagan, les Reaganomics, c'était aussi une politique faite de baisse d'impôts très importante et d'augmentation des dépenses, notamment militaires, et puis la facture a été présentée après. Est-ce que selon vous, l'économie américaine va aussi bien que cela, ou est-ce que par rapport à la dette, par rapport au déficit, par rapport aux emplois mal payés, par rapport au manque de réserves, on dit que des dizaines de millions d'Américains ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de $5,000. 500 dollars. 500 ouais, dollars. Alors, j'étais en deçà de la réalité. Est-ce que il y a des facteurs de faiblesse dans cette économie américaine qu'on nous présente comme étant un peu sur le rôle, quoi? Non, j'ai beaucoup voyagé évidemment à travers les États-Unis. Alors d'abord, personne ne parle de Trump à travers les États-Unis et tout le monde parle de l'économie. C'est l'euphorie dans l'ensemble de la société américaine. C'est vrai que le taux de chômage des Noirs américains est le plus bas de l'histoire. Et aujourd'hui, les salaires les plus bas commencent à augmenter. Évidemment, le marché du travail a des tensions. Il y a à peine 4% de chômage, c'est-à-dire qu'on est au-dessous même du taux de ce qu'on considérait comme le taux de plein emploi. Et puis cette économie est inventive, créative, et vous le savez, d'une certaine manière, la Silicon Valley dirige encore la révolution numérique. Alors tout cela a été fait par des méthodes assez hétérodoxe, puisque les républicains, qui hier étaient les parrains de l'austérité budgétaire, ont accepté l'explosion du déficit budgétaire en pleine période de croissance. Le déficit budgétaire est passé de 4 à 5,5% du PNB. La dette continue d'augmenter, mais alors ce qui est intéressant, c'est que même à gauche, si j'ose dire, chez les démocrates, on commence à se poser la question en disant mais au fond, 100% de dette, eh ben pourquoi pas? Il y a tout un nouveau débat économique qui est en train d'apparaître sur le thème peut-être qu'au fond la dette ce n'est pas si grave que ça, puisque finalement on est américain donc on peut imprimer du dollar. Nous sommes dans une situation de domination totale du dollar. Et donc, est-ce qu'il y a sans doute, des situations de faiblesse. On connaît naturellement l'absence de protection sociale d'une partie de la population, mais pour le moment, selon le FMI, le FMI pense que la croissance américaine en 2019 sera sans doute aux environs de 2,5%. Il devrait y avoir un ralentissement en 2020, mais ça restera aux environs de 2%. Donc, il n'y a pour le moment aucun signe de cette récession qui viendra, puisque dans une économie cyclique comme l'économie américaine. Mais vous savez, l'économie américaine est en croissance depuis 2010 maintenant. C'est la plus longue croissance depuis 1945. Le facteur pétrolier compte beaucoup dedans? Le facteur pétrolier joue naturellement, les exportations aussi se développent de gaz, le gaz à effet de schiste, qui d'ailleurs pas anecdotiquement, je dirais incidemment, permet aux États-Unis de voir leurs émissions de CO2 diminuer régulièrement, quelle que soit la politique de Washington. Alors, on a beaucoup parlé en France de la nouvelle génération des démocrates. Bon, Alexandra Ocasio-Cortez en est bien sûr l'icône, mais on a vu aussi d'autres jeunes élus qui posent le problème de l'impôt, qui proposent une hausse de la fiscalité, ce qui paraît tout à fait nouveau. Est-ce que c'est exotique ou est-ce que ça correspond à un mouvement plus profond aux États-Unis? Ah non, c'est pas exotique du tout. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant aux États-Unis au cours de mon séjour, c'est que j'ai acquis la conviction, comme d'habitude c'est aux États-Unis que ça se passe, que nous finissons une ère. L'ère qui avait été commencée par Reagan Thatcher, qui avait été gérée plus ou moins à gauche par Blair Clinton. Donc cette ère dite néolibérale, d'une certaine manière, avec moins de frontières, moins d'impôts, l'État c'est mal, eh bien cette ère s'achève. Elle s'achève parce qu'une partie des citoyens ont dit non, nous n'en voulons plus. Et d'une certaine manière, ils ont élu Trump.
Trump, c'est aussi la rébellion contre tout 40 ans d'histoire américaine, et on voit Trump qui devient protectionniste, qui est le Parti républicain devenant protectionniste, Trump qui justement fait exploser le déficit budgétaire, qui viole successivement toutes les orthodoxies du Parti républicain, et le Parti républicain suit. Et donc on a, et en faisant le comparaison avec les droites conservatrices en Europe, on a un nouveau conservatisme qui apparaît, un conservatisme beaucoup plus identitaire, un conservatisme nationaliste et néo-isolationniste, qui finalement n'est pas si différent du conservatisme qui apparaît en France, de l'évolution des républicains en France. Donc on a une nouvelle droite, et cela à travers les démocraties occidentales, peu ou prou. Et maintenant, la question est, quelle sera la nouvelle gauche ? Et naturellement, au sein du Parti démocrate, il y a une véritable guerre civile entre la hiérarchie du Parti démocrate, qui est clintonienne, qui reste dans la ligne clintonienne, c'est-à-dire une liste centriste, et une sorte de dynamisme qui apparaît parmi la jeunesse. Le plus extraordinaire, c'est par exemple que parmi les fameux millennials, qui ont entre 18 et 35 ans, la majorité considère que le mot socialisme est un mot positif. Imaginez aux États-Unis, socialisme, c'est bolchevisme. Et vous avez parfaitement raison de dire que on voit par exemple la sénateur Warren dire il faut avoir une taxe sur les grandes fortunes. Ou d'autres dire il faut le Medicare pour tout le monde, c'est-à-dire la sécurité sociale pour tout le monde. Ou dire il faut une tranche de l'impôt sur le revenu à 70%. Donc on a un dynamisme à gauche, c'est évident. Le candidat démocrate devra être plus à gauche que Hillary Clinton, le précédent candidat, mais naturellement, et c'est ça la crainte de la hiérarchie démocrate, c'est que s'il va trop à gauche, Trump sera réélu. On risque d'avoir le moment, et tout le monde a ça à l'esprit, le moment de 72, Nixon-McGovern, où McGovern était inéligible. Mais il y a un dynamisme à gauche. J'ai demandé au Parti démocrate en disant, alors quelle sera la nouvelle gauche américaine? Et ils m'ont répondu, vous savez, chez nous les partis sont faibles, et donc la réponse à votre question, ce sera le candidat démocrate. C'est lui qui va définir la gauche démocrate, les thèmes de la gauche démocrate pour les 20 ou les 30 prochaines années. Pour finir cet entretien, Trump voulait restaurer des relations avec la Russie, Obama d'ailleurs aussi, ni l'un ni l'autre ne peuvent le faire. Est-ce que ce qu'on appelle, sans être complotiste, l'État profond, les structures, l'infrastructure américaine l'empêche de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas ce que des gens comme Mersmeyer ou Walt déplorent de négliger le défi chinois et de pousser la Russie dans les bras de la Chine en se concentrant, en maintenant les sanctions sur la Russie, alors qu'elle n'est plus réellement une menace sur le plan militaire? Non, au fond, Trump avait totalement raison de dire il faut rétablir les relations personnelles avec Poutine. En Russie, c'est certainement pas Lavrov qui fait la politique étrangère. Le problème, c'est il s'est embourbé dans cette affaire de collusion, l'accusation de collusion avec la Russie, et à Washington, être anti-russe, c'est devenu synonyme d'être anti-Trump. Et donc on a vu le Congrès voter contre l'administration des sanctions contre Trump, contre la Russie. Donc la Russie est devenue un sujet de politique intérieure. Taper sur la Russie, c'est taper sur Trump, et donc la relation en a été compromise. Fondamentalement, je pense que pour Obama et pour Trump, et c'est insupportable d'une certaine manière pour la Russie, les deux chefs d'État, quelque différents qu'ils soient, considèrent que la Russie, finalement, est une puissance régionale, n'est pas un problème fondamental. Donc ils sont prêts à travailler avec les Russes, ils n'attachent pas d'importance excessive à la Russie. Pour eux, le problème, c'est la Chine. Et on sent vraiment qu'un consensus est en train de se créer à Washington, s'est créé à Washington sur le thème « c'est fini ». Nous sommes entrés dans une ère de confrontation prolongée et générale avec la Chine. Et l'erreur de Trump n'est-elle pas d'avoir oublié, d'avoir omis d'enrôler les Européens et de mettre des taxes à la fois sur les Chinois et sur les Européens, alors que, comme vous l'avez dit, les Européens auraient pu abonder en son sens sur les reproches faits à la Chine au niveau commercial? Non, pour Trump, vous savez, il dit America First. En réalité, c'est America Alone, c'est America seul. Il n'a pour les Européens, pour les alliés ou pas pour les alliés, il n'y a aucun affect. Il traitera le Royaume-Uni lorsque le Royaume-Uni voudra avoir un traité de libre-échange comme il traite la Chine. Il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'Occident, d'Orient, il y a les étrangers.
Lorsque le président de la République était à Washington, il lui a dit ce qui est évidemment du bon sens, ce que vous venez de dire, en lui disant on a un problème aussi avec les Chinois, travaillons ensemble. La réponse de Donald Trump a été il n'en est pas question, car après la Chine, c'est l'Union européenne que je traiterai. Eh bien, ça augure de belles heures en perspective. Merci Gérard Haro pour ces explications très très pertinentes et bonne continuation pour vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup.